Je me souviens d'une époque où je me sentais vraiment satisfaite de ma vie, gagnant un revenu décent et gérant bien les choses. Ce sentiment de stabilité a été détruit un jour lorsque la société de ma carte de crédit m'a appelé pour m'alerter d'un frais surprenant de 91 000 $ que je ne reconnaissais absolument pas. La panique m'a envahi alors que je stoppais immédiatement le paiement. En même temps, mon mari, Jason, qui était en voyage, ne cessait de m'appeler. À 31 ans, j'avais pris un poste de manager dans mon entreprise, tandis que Jason, mon amour d'université, avait également 31 ans, et nous étions mariés depuis 2 ans. Alors que beaucoup de nos amis ont choisi de quitter leur emploi après le mariage, j'ai choisi de rester dans le mien, gagnant plus que Jason, ce qui, de temps en temps, me faisait remettre en question notre avenir, surtout compte tenu de l'instabilité de ses revenus. Nous maintenions notre indépendance financière, gérant notre propre argent et partageant les dépenses de la maison de manière égale. Cet arrangement me donnait la liberté de dépenser ce qu'il me restait comme je le souhaitais, une situation que je trouvais généralement satisfaisante, car nous travaillions tous les deux et notre vie ensemble semblait harmonieuse. Cependant, récemment, alors que je rentrais chez moi dans le train, j'ai eu une sensation persistante que je pourrais avoir dépensé un peu trop. En regardant une alerte de débit sur mon téléphone, j'ai pensé à vérifier s'il y avait un abonnement non utilisé qui continuait à me facturer, mais cette idée a rapidement disparu, car je n'arrivais pas à me souvenir du mot de passe du portail de ma carte de crédit. Trouver la motivation pour régler cela était difficile, surtout parce que contacter le centre d'aide semblait être une bataille, étant donné qu'il n'était disponible que de 8h à 18h. Au cours de la semaine, précisément lorsque la plupart des gens sont occupés, les longs temps d'attente pendant la pause déjeuner n'aidaient pas. Pourtant, je ressentais un léger réconfort en sachant que, s'il y avait des problèmes significatifs, comme une facturation supérieure à 5 000 $, le centre d'appel prendrait contact avec moi. Cette confiance dans le système m'a rendue un peu complaisante quant à l'idée de les contacter moi-même. Pendant ce temps, les achats en ligne étaient devenus une brève échappatoire au stress lié au travail. Lorsque j'ai ouvert un colis fraîchement livré, j'ai ressenti une vague d'excitation, qui s'est rapidement évaporée en entrant dans le salon. La vue qui m'a accueilli a fait passer mon humeur de bonne à mauvaise, des chaussettes éparpillées sur le sol, des canettes vides sur la table et un téléphone ainsi qu'une veste jetée négligemment sur le canapé. Là se trouvait Jason, en sweatshirt, apparemment indifférent au désordre. Sa tendance à laisser les choses en désordre me donnait toujours l'impression qu'il contribuait délibérément au chaos à la maison. J'ai pointé mon téléphone vers le canapé et j'ai dit, à moitié en plaisantant, à moitié exaspéré, chaussettes et canettes vides, c'est ce que je trouve en rentrant chez moi? Ce n'est pas si difficile de ranger un peu ou même de préparer le dîner si tu arrives avant moi. Il a répondu froidement, si tu arrives tôt, pourquoi ne ranges-tu pas la maison? Ne te mets pas en colère pour ça. Ces mots m'ont un peu blessé. J'étais moi aussi fatiguée en rentrant chez moi. J'ai rétorqué, en essayant de garder un ton léger mais ferme, si tu ne vas pas aider à nettoyer, peut-être devrais-tu réfléchir à ce que tu préfères, travailler ou faire les tâches ménagères. Et s'il te plaît, laisse tomber, a-t-il dit, pas une, mais 2 fois, montrant son irritation sans comprendre le poids de mes mots. Je lui ai lancé un regard sévère, mais il était trop absorbé par son téléphone pour remarquer ma frustration. Il semblait injuste que je porte un poids plus lourd de tâches en plus de mes responsabilités au travail. Est-ce que j'étais irrationnelle de me sentir ainsi? Je n'en étais pas sûre, mais j'avais peur que le fait de le confronter ne fasse que rendre Jason encore plus indifférent à l'entretien de la maison. Étonnamment, après notre discussion, quelque chose a changé. Mon mari a commencé à rentrer tard à la maison, même les jours où j'arrivais plus tôt. Il semblait qu'il avait décidé de faire des heures supplémentaires au travail, peut-être pour gérer le déséquilibre dans nos responsabilités. Un jour particulièrement agréable, je me suis lancée dans les tâches ménagères avec plus d'énergie que d'habitude. Jason était vraiment occupé ces derniers temps, ce qui signifiait que les tâches ménagères retombaient principalement sur moi. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que je me retrouve à nettoyer sa chambre, un endroit qu'il n'avait pas rangé depuis un bon moment. En entrant, j'ai trouvé la scène familière de bouteilles et de canettes vides éparpillées de tous les côtés, même sur le lit. Au milieu du désordre, quelque chose a attiré mon attention, un colis joliment emballé dans du papier cadeau, posé sur le sol. En m'approchant, j'ai reconnu la marque, c'était celle de ma boutique préférée.
Une étincelle d'excitation m'a traversée en me rappelant que mon anniversaire approchait. Pourrait-il s'agir d'un cadeau surprise de Jason? Malgré ma curiosité, j'ai décidé de respecter la surprise et de laisser le colis intact. Cependant, lorsque mon anniversaire est arrivé, le cadeau ne s'est pas matérialisé. Au fur et à mesure que la journée avançait, j'ai demandé à Jason de manière désinvolte, « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» « Ah, oui, c'est ton anniversaire, » a-t-il répondu, décontracté. « Tu as oublié ?» ai-je insisté, espérant une allusion à la surprise que j'avais vue auparavant. « Non, je m'en souviens » a-t-il dit. « Tu n'es pas contente de ce que je t'ai offert l'année dernière ? Tu sais, tu es assez grande pour ne pas avoir besoin de surprises constantes. » Ces mots, prononcés si calmement, m'ont blessé. Il s'est retourné et est retourné dans la chambre, me laissant confuse et meurtrie. Ce mystérieux paquet avait éveillé un espoir, mais maintenant il ne me laissait que de l'inquiétude. Alors que je pensais que la journée ne pouvait pas devenir plus étrange, il a annoncé, « Je vais faire un voyage d'affaires à l'étranger la semaine prochaine. » La nouvelle était inattendue. Un voyage d'affaires dans un autre pays, ai-je répété, incrédule. Depuis quand ton travail implique-t-il des voyages internationaux? Tu n'as jamais fait de voyage d'affaires hors de l'État. Il a simplement répondu, on vient de me confier cette mission. Toute la situation semblait de plus en plus étrange. Que se passait-il réellement? Je me sentais plutôt épanouie ces derniers temps et je croyais mériter une certaine reconnaissance. Tu devrais me faire confiance, a dit mon mari, mais ces mots étaient difficiles à prendre au sérieux après avoir découvert ce mystérieux paquet emballé dans sa chambre, peu avant qu'il ne parte pour son prétendu voyage d'affaires. Après l'avoir salué tôt le matin, la curiosité a pris le dessus. J'ai cherché sous le lit, où j'avais vu le paquet, mais il n'était plus là. Des doutes ont commencé à me ronger, ce n'était pas juste un voyage d'affaires ordinaire, n'est-ce pas? Avec cette pensée troublante en tête, je me suis traînée au travail, mais me concentrer était presque impossible. Plusieurs fois, mes mains se sont arrêtées de bouger tandis que mon esprit revoyait sans cesse les événements récents. « Ça va? Tu sembles distante aujourd'hui ?» a demandé un collègue. « Ah, oui, je n'ai juste pas très bien dormi », ai-je répondu, essayant de masquer cela par une excuse légère. À ce moment-là, mon téléphone a vibré, affichant un numéro étrange sur l'écran. Normalement, j'ignorerais ce genre d'appel, mais quelque chose en moi m'a poussé à répondre cette fois-ci. « Excusez-moi, je dois répondre », ai-je dit, sortant pour parler. C'était le centre d'appel de la société de cartes de crédit au bout du fil. Pendant que j'écoutais, un flot de pensées traversait mon esprit concernant mon mari, nos problèmes récents et la nécessité de partager mon mot de passe. Puis, les mots de la représentante ont interrompu ma confusion. Ici, c'est notre service de protection des dettes. Il semble qu'il y ait eu une charge de plus de 40 000 $ sur votre compte, a-t-elle expliqué calmement. Je suis restée stupéfaite, un mélange d'incrédulité et d'inquiétude m'envahissant. Que se passait-il? La conversation a pris de l'ampleur lorsqu'elle a lâché une autre bombe. Oui, il y a eu une tentative de prélèvement d'un montant de 91 000 $. C'est impossible. Attends une seconde, dis-je, haletante, le cœur battant, courant de retour à mon bureau et fouillant dans mon sac à main, seulement pour découvrir que ma carte de crédit avait disparu. C'était la carte que je prévoyais d'emporter avec moi. Pourriez-vous s'il vous plaît interrompre cette transaction, demandai-je avec urgence, le téléphone collé à mon oreille. Oui, elle est encore en attente, donc nous pouvons l'arrêter, assura l'opératrice. Une vague de soulagement m'envahit. Et s'il vous plaît, pourriez-vous gérer le problème de la carte volée immédiatement? Je ne l'ai pas, ajoutai-je. Oui, madame, je vais m'en occuper tout de suite, répondit-elle. Bien que la situation fût partiellement résolue, l'adrénaline continuait de circuler dans mes veines. Je raccrochai, toujours avec le cœur qui battait la chamade. Désolée, mais je ne suis pas en état de travailler. Je dois partir plus tôt. Il semble que ma carte de crédit ait été volée et presque utilisée de manière frauduleuse, et j'ai beaucoup à régler, expliquai-je à mon patron, qui comprit et me permit de partir. Je pris rapidement le train, en vérifiant mon téléphone, je vis de nombreux appels manqués de mon mari. On aurait dit qu'il voulait me confesser quelque chose. Je courus chez moi,
retirer mes chaussures, lâcher mon sac et me diriger directement vers le bureau de mon mari. Son bureau était rempli de papiers, mais ce qui attira mon attention fut son historique de recherche, croisière de luxe et projet de voyage pour 2 personnes. Cela n'avait définitivement rien à voir avec le travail, et je n'avais pas été invitée à un tel événement. Le prétendu voyage d'affaires était clairement une couverture pour autre chose. Mon cœur s'enfonça en réalisant les implications. En fouillant mes anciens emails à la recherche d'indices, je remarquai un nom qui ressortait, Billy. Mais qu'est-ce que c'est, murmurai-je, la colère grandissant. Je voulais frapper le clavier de frustration, mais je me retins, m'efforçant de chercher une preuve concrète de ce qui se passait. Mon téléphone continuait à sonner sans relâche pendant que j'assemblais les pièces du puzzle. Mon Dieu, arrête, gémis-je, submergé par la trahison et le chaos qui se déroulait devant moi. Dans la confusion, je décidai d'utiliser le mot de passe fourni par le centre d'appel pour vérifier l'historique des transactions de ma carte de crédit. Je me connectai à mon compte et commençai à faire défiler les enregistrements, mon incrédulité grandissant à chaque entrée. Il y avait une transaction pour un sac de luxe qui attira mon attention. Les pièces du puzzle s'assemblèrent soudainement. Jason avait utilisé ma carte de crédit pour faire plaisir à sa maîtresse, Olivia, et avait même financé un prétendu voyage d'affaires à l'étranger. La réalisation me laissa stupéfaite. J'avais ignoré plusieurs appels, mais maintenant, rassemblant tout mon courage, je finis par répondre au téléphone. « Enfin, tu as répondu. » « J'ai essayé tant de fois, » dit Jason, la voix anxieuse. Il commença immédiatement à parler de la carte de crédit. « Là, qui est la carte ?» demandai-je, directement. Il hésita avant de répondre. « Tu veux dire à qui appartient la carte ? Eh bien, c'est plus facile d'utiliser une carte qu'argent à l'étranger, surtout pour des voyages d'affaires. » Voyage d'affaires ? Ou tu veux dire la croisière de luxe et l'escapade avec Olivia ? Répliquai-je durement. Il tenta de se défiler. Pourquoi tu demandes à propos de la croisière ? C'était pour des divertissements d'affaires, un moment amusant. Et le sac de marque pour Olivia ? Tu essaies vraiment de justifier ça en faisant semblant de ne pas savoir ce qui se passe, pressai-je, ma voix ferme mais pleine de douleur. Mon mari hésita, le poids de la confrontation le frappant enfin. Je comprends, répéta-t-il, avec désespoir dans la voix, essayant de s'excuser. Je sais tout, affirmai-je clairement. Tu as essayé de dépenser 91 000 $ pour une croisière de luxe et un forfait de vacances pour couple. Tu as utilisé ma carte de crédit pour faire des cadeaux à Olivia. Après une pause, il finit par admettre, « Désolé, j'ai trompé. » Désolé, mais je ne peux pas rentrer à la maison tant que tu n'as pas réactivé la carte de crédit. Sa supplication flottait dans l'air, absurde et presque pathétique. Tu crois vraiment qu'un simple « je suis désolé » et une confession suffisent à faire disparaître tout ça, demandai-je, le poids de sa trahison pesant sur moi. La conversation avait irrémédiablement changé de plainte commune sur le mariage à un douloureux règlement de compte. Me sentant complètement trahi, je dis à mon mari, « S'il te plaît, passe le reste de ta vie dans ton resort » et je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Presque immédiatement, mon téléphone se mit à vibrer sans relâche, la sonnerie incessante me fit atteindre mes limites, et je finis par éteindre l'appareil pour échapper au bruit. Peu après, une notification par email apparut, m'informant que le vol de retour de mon mari était prévu pour midi, 5 jours plus tard. Je profitai de cette opportunité pour tout organiser avant qu'il ne rentre chez nous. Le lendemain, je commençai à retirer tous ces effets personnels de la maison. Le deuxième jour, je rassemblai mon courage pour tout raconter à mes beaux-parents, leur montrant des preuves de son infidélité et de ses dépenses financières. Ils furent choqués et profondément désolés. À la fin de la conversation, ils acceptèrent de me soutenir dans le divorce, promettant de s'assurer que je recevrais 2 millions de $ de pension alimentaire et s'engageant à récupérer les fonds que mon mari avait dépensés de manière irresponsable. Alors que le jour du retour de mon mari approchait, j'ai reçu un appel de mes beaux-parents en début de soirée, confirmant qu'ils avaient déjà déposé les papiers du divorce en toute sécurité. Étonnamment, mon futur ex-mari n'avait emporté qu'une seule carte de crédit avec lui, laissant nos autres finances intactes. Cependant, la femme avec qui il était avait lui donné 91 000 $, mais, furieuse des événements, elle avait modifié son vol, partant pour Singapour avant lui, sans qu'il ne le sache.
Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi elle n'avait tout simplement pas pris son billet et son visa, le laissant sans issue. En réfléchissant à cela, j'ai appris par mes beaux-parents qu'à son retour à Singapour, il avait trouvé la maison vide et sa connexion avec moi coupée, toutes les appels allant directement sur la messagerie. Dans une tentative désespérée de trouver un abri, il est allé chez mes beaux-parents, où il a dû faire face à de graves conséquences pour ses actes. Après tout ce qui s'était passé, la dernière étape consistait à finaliser les papiers du divorce. Mon ex-mari s'était encore plus enfoncé dans des problèmes, et il ne s'était pas arrêté avec notre séparation. La femme avec qui il s'était engagé exigeait maintenant qu'il rembourse les 91 000 $ qu'elle lui avait donnés. Mes beaux-parents m'ont dit qu'après qu'il avait payé cette somme, il lui avait imposé des conditions strictes, presque comme s'il était de retour au collège. Il était, en substance, sous assignation à résidence, avec un couvre-feu de 15 heures et chaque mouvement surveillé par sa propre famille, s'assurant qu'il rembourse tout l'argent qu'il devait. Au milieu de tout cela, j'ai engagé une action en justice, portant plainte pour 115 000 $ contre l'autre femme impliquée dans l'affaire. Avec l'aide de mes beaux-parents, j'ai rassemblé les informations nécessaires pour la tenir financièrement responsable. Une fois cela fait, j'ai eu l'impression que le dernier morceau de ce douloureux puzzle était enfin à sa place. Ce fut un processus long et épuisant, mais quand tout s'est résolu, j'ai ressenti un sentiment de conclusion. Les questions juridiques étaient réglées, et il était temps de me concentrer sur l'avancement. Le lendemain, au travail, mes collègues et mes supérieurs m'ont accueilli avec une démonstration surprenante de chaleur et d'inquiétude. Beaucoup d'entre eux avaient entendu parler de ma situation, et leur gentillesse était palpable. « Tu vas bien ? Si tu veux parler de quoi que ce soit, je suis là », a gentiment offert un collègue. C'était réconfortant de savoir que je n'étais pas seule. J'ai répondu avec un sourire reconnaissant, « Merci, je vais bien, je m'efforce juste de reprendre le rythme des choses. Peut-être pourrions-nous prendre un verre après le travail, j'apprécierais la compagnie. » C'était agréable de faire des projets et d'aspirer à de petits plaisirs, comme une soirée entre amis. Ce soir-là, alors que nous nous retrouvions dans un bar local, la camaraderie était réconfortante. Nous avons partagé des histoires et des rires, et bien que l'ombre des événements récents planait encore, elle était éclipsée par la chaleur immédiate de visages amicaux. À chaque gorgée de ma bière, l'amertume des derniers mois commençait à se dissoudre un peu. J'ai ouvert mon cœur sur l'épreuve et mes collègues ont écouté avec empathie. Je suis juste impatiente de laisser tout ça derrière moi, ai-je avoué, alors que la nuit touchait à sa fin. Je pense que je suis prête à me concentrer sur les choses positives que l'avenir réserve. Ils ont levé leur verre en une reconnaissance silencieuse de ma résilience. À de nouveaux commencements, ont-ils répondu en écho. En sortant du bar ce soir-là, un sentiment de clôture se mêlait à un nouvel espoir. Le soutien de ma communauté de travail avait rehaussé mon moral, et j'ai ressenti une profonde gratitude pour leur présence dans ma vie. Cela m'a rappelé que, même après la trahison et le chagrin, la gentillesse des autres pouvait illuminer le chemin à suivre. En regardant vers l'avenir, j'ai ressenti un optimisme prudent. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était encore à ma portée pour être façonné. Avec les questions juridiques résolues et mes limites fermement redéfinies, je reconstruisais lentement mon sens de la normalité. Le chemin à venir ne serait pas sans défis, mais je me sentais prête à les affronter, renforcée par le soutien de mes amis et par un nouveau sens de confiance en moi. En effet, il semblait que des jours meilleurs étaient à l'horizon.